Bonjour à tous. Ah, c'est un grand plaisir d'être de retour sur YouTube et de pouvoir parler en français aussi, puisque c'est vrai que depuis plusieurs années maintenant, je suis avec, donc je suis plus avec Canal+, je suis avec TNT Sport, donc je parle en anglais tout le temps à la télé de MotoGP. Alors, qu'est-ce que c'est cette nouvelle aventure sur YouTube? J'ai envie de parler de MotoGP en français, voilà, de partager ma passion en français. Et voilà, donc on va parler de MotoGP, on va parler de course, on va parler de circuit, on va parler de technique, on va parler de technique de pilotage aussi, et de tous les grands prix. Voilà, des forces en présence, des moments donc de controverse aussi, et on en a eu ce week-end d'ailleurs en Thaïlande. Donc là spécifiquement, on va parler du week-end en Thaïlande et on va parler de tout ça en photo. Donc voilà, on va attaquer et décrire des photos de chaque Grand Prix. Donc allez, on va attaquer tout de suite. Je voulais, avant de parler d'Aprilia, on va commencer avec Aprilia, mais avant de parler d'Aprilia, je voulais faire une petite parenthèse et remercier le MotoGP. Allez, on va balancer la première photo. Voilà, donc ça c'est alors l'histoire derrière, ça c'est le MotoGP donc qui m'a invité sur la grille de départ le jeudi avec tous les pilotes MotoGP pour célébrer en fait le fait que je vais courir le marathon de Londres en combinaison de cuir. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée, mais bon, c'est pour une association de charité. Voilà, c'est pour les enfants qui ont le cancer et leurs familles. Donc voilà, je me suis lancé ce défi, bien sûr suite à, des histoires, personnelles, familiales, voilà et mon fils, donc Lucas qui malheureusement est décédé, d'un cancer infantile, l'été dernier. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça pour essayer d'aider ces associations qui sont vraiment, phénoménales et c'est vrai que quand on peut essayer de renvoyer un petit peu la balle, c'est quelque chose de positif à faire. Donc voilà, le MotoGP qui m'a invité sur la grille pour présenter cette combinaison, dans cette combinaison spéciale qui a été faite par Arresté. Donc un grand merci à eux aussi. Un grand merci aussi à Sega pour m'avoir laissé utiliser le logo de Sonic, parce que Sonic, c'était le caractère préféré le personnage préféré de Lucas, mon fils. Donc, il adorait Sonic. Donc voilà, j'espère Sonic, l'esprit de Sonic me fera courir un peu plus vite. Mais bon, je pense que ça va être une galère. Ça va être une belle galère le truc. Mais c'était sympa. Donc voilà, on a eu quelques photos sur la grille, une opportunité photo, voilà, avec Marc, avec tout le monde. C'était super. Allez, parenthèse fermée. Un grand merci à tous et on parle d'Aprilia. On va attaquer avec Aprilia tout de suite et Bezeki qui passe la ligne au premier. Bezeki qui a dominé ce week-end, hein. Il avait une vitesse ce week-end incroyable. Il avait 3-4 dixièmes d'avance sur tout le monde autour en configuration de course. Alors, il a été poussé à l'erreur par Marquez en course sprint, mais sinon, Bezzecchi, il était imprenable et les Aprilia étaient imprenables aussi, hein. Les 4 Aprilia dans le top 5. Un podium sans Ducati. Alors, un podium sans Ducati, il y a une stat intéressante, c'était donc la 88e course d'affilée du dimanche, donc sans compter les sprints. 88e Grand Prix qui avait avec une Ducati sur le podium. Et là, donc, cette statistique a été cassée, puisqu'on a vu Bezzecchi, euh, victoire de Bezzecchi, Acosta et Raoul Fernandez sur le podium. Donc voilà, les Ducati qui ont été en difficulté ce week-end, on en parlera un petit peu après. Et l'Aprilia qui a encore fait des bons en avant. Alors l'Aprilia, c'est pas nouveau, hein. Ils ont fait des gros progrès l'année dernière. Cette année, ils ont été beaucoup plus vite, hein, 16 secondes plus vite que l'année dernière sur leur Grand Prix. Et ils ont progressé toute l'année. Bezeki qui a sur la fin de saison et qui est excellent. Raoul Fernandez aussi qui a gagné en Australie l'année dernière. Et là, cette année, ils ont encore fait des progrès voilà, avec notamment un nouveau système aéro que je vais vous montrer. Alors, le système aéro d'Aprilia, c'est assez incroyable. Alors, on sait qu'ils ont sur les dossers de selle, ils ont les ailettes sur les côtés aussi du dosseret. Et là, maintenant, ils ont donc cette ouverture là qui est au niveau des avant-bras des pilotes. Donc, il y a deux ouvertures en fait sur l'avant de la moto, des prises d'air. Et cette ouverture, en fait, elle permet de rediriger le flux d'air en fait. Et surtout, une aéro variable en fait, puisque je vais montrer une photo d'un petit peu plus près. Voilà, on le voit mieux en détail là. En fait, quand les pilotes se mettent donc en position de ligne droite comme ça, hein, quand les pilotes rentrent les coudes comme ça dans la ligne droite, ils bouchent ces, donc
il bouge ses, attends, je vais la remettre, je vais vous la remettre. Elle est où? Elle est là, celle-là. Tac. Ils bouchent donc ces aérations avec leur coude et en ligne droite, ça leur permet donc de gagner, quelques précieux kilomètres/heure. C'est aussi alors pour avoir discuté avec, les gens de chez Aprilia et pour avoir été dans le paddock donc ce week-end, en Thaïlande, c'est aussi en fait, un avantage en virage. C'est-à-dire qu'en virage, ça redirige aussi le flux d'air et ça leur permet de ramener de l'air sur, les ailettes de côté. Donc je vais vous montrer les ailettes de côté maintenant. Voilà, les ailettes qu'ils ont sur le côté là de la selle et sur l'aileron aussi derrière, le spoiler, pour améliorer le en fait, ça permet de à la machine de tourner un petit peu mieux, ça la rend plus stable et on a vu, cette supériorité donc ce week-end, qui était assez impressionnant. On a d'ailleurs, sur TNT Sport, on a un nouveau dispositif de système en fait, on appelle ça un système de ghosting, c'est-à-dire, système fantôme où on superpose, 2 pilotes dans leur tour, le plus rapide et c'est un peu comme un jeu vidéo le système fantôme en jeu vidéo et donc on voit exactement qui c'est qui gagne où et on a fait un Bezzecchi Marquez. Si vous voulez la regarder d'ailleurs c'est sur mon Instagram ou sur l'Instagram de TNT Sport Bikes, où c'est assez intéressant et on voyait vraiment la supériorité de Bezzecchi et de l'Aprilia. On voit d'ailleurs sur l'Aprilia ici sur cette photo, ils ont aussi, le trou qu'il y a dans la selle, ça c'est l'entrée de réservoir. C'est là où ils font le plein de la machine. Donc c'est une machine, ouais, avec le réservoir dessous la selle, mais ils remplissent aussi ils remplissent le réservoir, au niveau de la selle. Ça, c'est intéressant. Donc ouais, Aprilia, ce week-end qui a été, phénoménal. Ouais, 4 pilotes les 4 pilotes dans le top 5. Martin qui lui, il a pas roulé à Sepang, au test de Sepang parce il était encore blessé. Il a une autre chirurgie donc au début de l'année. Il est simplement revenu pour faire le test à Buriram, donc lui il a quand même bien roulé aussi. Aoga qui s'est mal qualifié, qui était 8e sur la grille, qui est revenu comme une balle et qui met la moto dans le top 5 aussi. Raoul Fernandez qui avait mal commencé le week-end le vendredi et qui a réussi à retourner les choses. Alors, c'est aussi un avantage pour Aprilia maintenant, puisqu'ils ont une machine compétitive et c'est une machine aussi qui donne au team Trackhouse. Ils peuvent comparer les datas. Donc, c'était un avantage qui était presque exclusif à Ducati, parce qu'il y avait toutes les machines qui étaient compétitives et donc ils peuvent échanger les données. Et là, maintenant, Aprilia peuvent le faire aussi. Donc, c'est vraiment une spirale positive pour Aprilia où ils arrivent à s'améliorer pendant les week-ends aussi, maintenant en servant aussi des données des autres pilotes. Donc ouais, un week-end vraiment magnifique pour eux. Alors après, peut-être qu'il a été un petit peu aidé aussi par le fait qu'il y avait donc le pneu Michelin, le pneu arrière à construction renforcée qui offre un peu moins de grip, mais qui est nécessaire sur les circuits qui sont vraiment très abrasifs et très chauds. Donc c'est un pneu qui est obligatoire et qui est amené par Michelin à Buriram, en Autriche, au Red Bull Ring et à Mandalika. Donc c'est des pneus un peu spéciaux. Donc après, on va pas s'emporter non plus parce que c'est possible que que ce pneu-là, il corresponde vraiment bien à l'Aprilia et d'ailleurs Bezzecchi, lui, il aime bien ce pneu-là, alors que les autres pilotes normalement l'aiment pas et les autres constructeurs l'aiment pas non plus. Donc ouais, il y a peut-être un petit peu de ça aussi, mais Aprilia qui a vraiment été très impressionnant. Allez, on fait une petite pause et puis on revient et on parle de Ducati. Et puis on va parler aussi, bien sûr, de cet incident avec Marc Marquez et Pedro Acosta. Allez, on est de retour. On va parler de Ducati et de Marc Marquez. Alors, comme j'ai dit, Ducati qui n'était pas descendu du podium le dimanche depuis 88 Grands Prix. C'est une statistique qui est quand même assez incroyable. Et là, pour la première fois, donc, voilà, Ducati qui était vraiment en difficulté ce week-end, en parlant donc avec les pilotes ce week-end et puis Davide Tardozzi, par exemple, le team manager, ils ont été surpris en fait. Ils avaient un feeling qui était plutôt pas mal pendant le test, donc la semaine d'avant. Et en arrivant donc ce week-end, ils ont eu des difficultés. Tous les pilotes en fait avaient à peu près le même commentaire où ils trouvaient pas les mêmes sensations qu'ils avaient eu au test. Et ils étaient vraiment en galère, surtout avec le grip à l'arrière. Ils avaient du mal à utiliser le potentiel de cette machine. Alors ça a quand même été loin des attentes en fait, puisque on avait, heu, on avait des attentes au niveau Ducati, assez importantes parce que l'année dernière, ils ont quand même dominé malgré le fait que la Ducati 2025, donc la Ducati de l'année dernière avec, Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, qui ont quand même eu des soucis, même si Marc a gagné le titre, du côté Bagnaia et DJ, c'était quand même assez, disons, les résultats étaient assez en dents de scie. Ils avaient des difficultés avec cette machine. Le package 2024, donc avec Alex Marquez,
qui semblait fonctionner un petit peu, de manière plus homogène sur la saison. Donc on s'est dit on se disait avec Ducati, ils vont tout mettre tout à bout pour 2026 et ça va vraiment être la Ducati Cup en fait. Et en fait, loin de là ce week-end, ça a été l'Aprilia Cup ce week-end. Donc ouais, Ducati en difficulté avec ce grip à l'arrière et Marc Marquez, lui, qui, comme d'hab, hein, qui arrive surtout à gérer les problèmes et à performer quand il y a besoin. C'est quand même un pilote assez incroyable. Donc voilà, Marquez qui a réussi à bien se qualifier, qui a fait un tour hyper vite pour se mettre en première ligne. Sa tactique après en course, sa technique, c'était de passer en tête, d'essayer de pas laisser Bezzecchi partir. Il savait que Bezzecchi était plus vite, donc il a pris beaucoup de risques. Il a fait des blocs passes. À chaque fois que Bezzecchi était devant, il était hyper agressif pour voilà, des attaques un peu suicides, bloc pass pour pas le laisser partir. Ça a mis la pression sur Bezzecchi et Bezzecchi qui est parti à la faute à cause de ça. Donc ouais, Bezzecchi qui avait une victoire vraiment promise parce qu'il avait vraiment un rythme nettement meilleur que tout le monde. Et voilà, sous pression, qui fait terreur Bezzecchi dans le virage numéro 8. Alors c'est marrant parce que en regardant les datas et en regardant donc ce système de fantôme là, dont je parlais, le virage numéro 8, donc là où Bezzecchi est tombé, c'est un des virages où Bezzecchi était vraiment le plus vite. Et voilà, Bezzecchi, il a donc essayé de faire le forcing pour faire un petit gap pour pas que Marc puisse l'attaquer. Et il a forcé dans ce virage numéro 8 où il était déjà très très vite. Et ça, c'est typique des pilotes. Ça m'est arrivé aussi, coupable. Ça m'est arrivé aussi souvent où quand on se sent à l'aise en fait dans un virage, on va aller forcer dans ce virage-là, alors qu'on est déjà à la limite et parce qu'on se sent bien et qu'on a un bon feeling et c'est souvent comme ça qu'on peut partir à la faute. Donc ouais, Marquez qui avait fait le all shot et qui avait mis Bezzecchi sous pression et Bezzecchi qui a pas résisté à la pression, en tout cas le samedi, voilà. C'est dommage parce que pour lui, c'était 12 points gratos, hein, parce qu'il était vraiment au-dessus du lot. Donc, ouais, il va falloir s'il veut gagner le championnat, il va falloir qu'il évite les erreurs comme ça, surtout quand il est dans une position de force comme ça. Allez, on va pas attendre de plus, on va parler de cet incident, voilà, avec, Marquez et Acosta. Je vais vous donner mon point de vue aussi parce que je pense qu'il y a vraiment un argument des 2 côtés, pénalité, pas pénalité, donc c'était assez intéressant, d'écouter la direction de course, de voir la décision qu'ils ont prise et puis aussi d'écouter l'avis des experts. Je vais vous donner mon avis perso. Alors ça, c'est la photo donc, où Marc était en train de dépasser. On a une autre photo aussi qui est sympa ici aussi, où voilà, il est assez proche. Il y a eu contact, hein, d'ailleurs, ils sont touchés. Tous les deux, ils l'ont dit dans leur interview après la course. Il y a eu un tout petit contact, pas un contact fort, mais il y a eu quand même contact. Et donc après, voilà, on s'écarte. Acosta qui est obligé de relever la moto. Et Marquez, lui, va arriver à tourner. Alors il va faire quand même il va prendre un point de corde assez tardif, proche du vibreur extérieur. Et lui, par contre, Acosta, il ne pourra pas tourner. Heureusement, il ne va pas dans le gravier, mais il va perdre du temps en allant sur la partie de bitume, donc à l'extérieur de la piste. Alors, mon avis, j'attends pas. Mon avis, c'est que je suis d'accord avec la direction de course. Pour moi, il y avait pénalité. Alors c'est une pénalité, attention, hein, c'est une pénalité quand même qui est moindre. C'est une pénalité d'une place. Donc on doit perdre une place et on peut la reprendre tout de suite. Donc c'est pas comme s'il y avait un long lap ou quoi que ce soit. L'autre chose que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont donné la pénalité très rapidement. C'est-à-dire qu'ils l'ont donné, c'était le dernier tour de course. Et ils ont mis à peu près 1 minute avant de transférer le message donc sur le tableau de bord de Marc Marquez. Il l'a reçu vers le virage numéro 9. Donc il avait en fait, alors c'est difficile de réagir, hein, en temps réel comme ça quand on est en train de piloter, que c'est le dernier tour, il y a beaucoup d'informations, le cerveau est un peu en ébullition. Mais Marc a eu le temps de donner la place, mais il n'a pas eu le temps de réattaquer. Il aurait pu, s'il avait réagi tout de suite, laisser passer Pedro Acosta et essayer de le repasser dans le 12, mais dans le dernier tour. Dans le dernier virage, pardon. Mais ouais, il a pas eu le temps. Alors les raisons pour lesquelles je suis d'accord avec la direction de course, c'est, alors en premier lieu, c'est que les pilotes, il y a 2 critères hyper importants, la sécurité et le fair play. Alors dans ce cas-là, il y avait pas vraiment un problème de sécurité parce que c'est une attaque agressive, mais c'est pas un tiponnage, hein, c'est un bloc pass, quoi. Donc voilà, il y a un peu de contact, mais c'est pas une erreur en fait. Marc Marquez, il fait ça, il sait très bien ce qu'il fait, il est mesuré
et il a pris un risque, mais le dépassement, il le fait sans qu'il y ait vraiment d'étincelle, disons. Par contre, si on regarde vraiment la vidéo, et je l'ai regardée heu, beaucoup de fois, il part de très loin, donc ça c'est la première chose, il est au moins 4 ou 5 motos derrière. Quand il freine, il relâche complètement le frein, donc il freine, il relâche le frein pour se mettre à l'intérieur. À ce moment-là, il sait qu'il peut pas tourner, hein, c'est impossible. Il peut pas, enfin, en tout cas, il peut pas prendre le point de corde. Il y a un petit peu de contact, donc ça, c'est une chose aussi, et surtout, il écarte Pedro Acosta, et Pedro Acosta est obligé de sortir de la piste, perd du temps, et donc il perd 15-20 mètres. Donc ça veut dire qu'il il peut pas réattaquer. Donc ça, Pedro Acosta, il peut pas trop faire grand-chose parce que Marc est arrivé très tard, en fait, puisqu'il est arrivé de loin. Et c'est donc un bloc pass typique. Alors, dans le passé, sûrement, ça aurait pas été pénalisé. Et il y a vraiment un argument, voilà, les gens qui disent ouais, mais c'est la course moto, il faut les laisser faire, il faut les laisser s'exprimer, c'est ce qu'on aime, c'est le spectacle. Complètement d'accord. Par contre, le problème, c'est que c'est un exemple, et que surtout les pilotes aussi demandent d'avoir des règles claires, et des règles qui soient appliquées de la même manière sur toute la durée de la saison, quel que soit le pilote. Le problème, c'est que des dépassements comme ça, en fait, on peut faire un petit peu exprès en tant que pilote, on peut faire un peu exprès de le faire et d'écarter l'autre pilote. Alors, c'est pas très clean, mais on peut le faire sans faire tomber l'autre pilote, le faire perdre du temps et l'écarter un peu, voilà. Donc le problème, c'est que s'il y a pas de pénalité là, c'est un peu la porte ouverte, à toutes les fenêtres. Voilà. C'est c'est un peu ça la vérité. C'est une porte ouverte, voilà, pour les pilotes de faire des dépassements comme ça régulièrement, et ça devient, un peu moyen au niveau fair play. Donc il y a, ouais, encore une fois, je comprends les 2 côtés. Mais disons, pour que la manière dont cette décision, elle s'inscrit très bien dans la continuité, en fait. Voilà, pour pas que ça devienne pire, et pour pas que les pilotes commencent à faire des manœuvres comme ça pour sortir les autres pilotes un peu, en dehors de la trage et leur faire perdre du temps. Voilà. Mais bon, c'était beau, hein, c'était une belle bagarre, les 2, et puis surtout même avant ce dépassement-là, la manière dont ils se sont passés, repassés en style Moto 3, c'était quand même magnifique. Donc voilà, respect à ces 2 pilotes qui d'ailleurs se respectent, mutuellement, énormément, ça se voit. Ils se comprennent, c'est vraiment des talents énormes. C'est MotoGP comme ça pour piloter si proches l'un de l'autre, avec les effets d'aéro, avec le fait qu'ils sont quand on est penché en MotoGP, en fait, on ne voit rien du tout de l'autre côté. Donc il faut vraiment avoir confiance au mec qui est, à l'autre pilote qui est à 3 centimètres, pour pas qu'il y ait contact et pour pas que ça se finisse dans le bac. Donc c'est vraiment des pilotes, c'est vraiment phénoménal ce qu'ils ont fait, et j'espère que ça va durer toute la saison. En tout cas, on a été surpris de belle manière. Allez, on fait une petite pause et on revient et on discute de KTM et des exploits de Pedro Acosta. Pedro Acosta et KTM, ça a été une grosse surprise ce week-end. Je les attendais pas là. Ils ont fait des essais pas trop mal à Sepang, et puis la semaine d'avant en Thaïlande, à Buriram. Mais franchement, ils n'ont pas montré un potentiel comme ils ont fait pendant le week-end. Pedro Acosta, là, franchement, c'était vraiment du très très lourd. Il prend la tête du championnat. Il a fait 2 courses hyper solides. Ils ont réussi à trouver de l'endurance, donc avec ce pneu arrière. C'était vraiment leur talon d'Achille l'année dernière. Et voilà, c'était hyper intéressant. Donc ce week-end, de discuter avec KTM et avec Paul Trevata. Donc voilà, on voit Pedro Acosta qui gagne le sprint. Il était un peu surpris d'ailleurs, il était pas très content en fait, Acosta. Est-ce qu'il avait pas envie de gagner la course de cette manière? Donc ouais, il a montré beaucoup de fair play, Acosta, et c'était beau à voir d'ailleurs. Il la voulait pas, cette victoire en sprint de cette manière, mais ça a été magnifique. Ça a été magnifique, cette course avec Marc Marquez. Le mec, il met tout par terre, il prend des risques énormes, et ça a été vraiment magnifique. C'était intéressant donc de voir Acosta s'exprimer avec de la confiance sur cette machine, parce que l'année dernière, il a quand même eu des difficultés. Alors, sur le début de saison, c'était les incertitudes, hein, de la société KTM, avec les problèmes financiers, avec les doutes, ils ont amené beaucoup de nouvelles pièces, ils étaient un petit peu perdus. Mais là, comme on voit sur cette image, Acosta, sur les freinages, il était pas perdu du tout. Il savait ce qu'il faisait, et il a vraiment montré une maîtrise
et une maturité. Voilà, il a retrouvé il a retrouvé son mojo là. Et c'était intéressant parce on a discuté, ouais, avec l'équipe. Ouais, on les voit là, ils sont contents, hein. Et il y a en tant qu'équipe de MotoGP ou en tant qu'équipe en sport en général, quand il y a des moments de galère comme ça, comme ils ont eu l'année dernière, quand tout se passe bien de nouveau, on le voit sur on voit sur leur sourire, ils étaient contents. On a fait une interview avec Paul Trevathan, donc le crew chief d'Acosta qu'on voit ici sur la droite. D'ailleurs, j'espère qu'il va pas, j'espère qu'il va pas regarder cette vidéo parce qu'il a un peu une tête bizarre sur cette photo, Paul. Paul, il est super. C'est un mec qui a beaucoup d'expérience, qui nous a bien éclairé sur ce qui s'est passé chez KTM. Et ouais, on a vu sur les courses. Alors, c'était intéressant de voir sur les courses, pendant la course, la KTM, elle était en ligne droite, elle n'était pas très vite. Alors que les dernières années, la KTM, c'est la KTM qui était le plus vite hein, en moteur, la plus puissante. Et on avait quand même sur ce week-end, à chaque fois que la KTM elle s'est retrouvée avec la Ducat ou avec l'Aprilia de Bezzecchi, il perdait un peu le contact, quoi. En ligne droite, il était un poil moins vite que l'Aprilia ou la Ducat, alors que c'était pas le cas les années précédentes. Ça vient pas du moteur, bien sûr, parce que cette année, les moteurs sont gelés, donc la spécification moteur est gelée. C'est-à-dire que tout le monde a la même spec, à part les équipes qui ont les concessions, à part la Yamaha, en fait. Puisque même la Honda, ils ont perdu les concessions à la fin de l'année dernière et ils ont pu développer leur moteur jusqu'à Buriram. Par contre, la spécification moteur qui a été homologuée à Buriram pour la FP1 sera leur spécification moteur pour toute l'année. Donc, il n'y a plus que Yamaha maintenant qui peut développer le V4. D'ailleurs, ils vont en avoir besoin. Donc voilà, ils sont au début du projet. Hein, donc, pour eux, c'est intéressant de pouvoir amener des nouvelles spécifications. Donc, bref, pour la KTM, c'est pas le moteur. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait quoi? Moi, ma théorie, c'est ils ont, ils ont fait une machine qui a plus d'aéro. C'est-à-dire elle casse moins le vent. Par contre, ça les aide à tourner et ils ont réussi à trouver une machine qui tourne mieux. Et ça leur a permis de régler leurs problèmes de grip de pneus arrière. Je m'explique. C'est quand une moto elle tourne mieux, naturellement, c'est-à-dire quand l'ADN de la moto est une moto qui tourne mieux au milieu de virage, ça permet de ne pas rester sur le pneu arrière ou de pas rester avec beaucoup d'angle sur le pneu arrière pendant trop de temps. Ça permet de fermer le virage en fait plus rapidement, de pouvoir relever la machine et donc de pouvoir accélérer en sortant du virage de manière plus efficace. Et surtout, ça permet de le faire même quand la gomme descend, c'est-à-dire que quand le grip devient de pire en pire pendant la course, ça c'est normal. Si une moto ne tourne pas, on va être vraiment pénalisé. On va perdre beaucoup de temps, disons, entre les chronos qu'on fait avec les pneus neufs et les chronos qu'on fait avec les pneus très usés. Par contre, une moto qui tourne bien, on va pouvoir garder un rythme beaucoup plus linéaire et perdre beaucoup moins de temps. Et c'est ce qui s'est passé avec la KTM. Donc, ils ont réussi à améliorer le turning sans compromettre trop la prestation au freinage et en compromettant un petit peu la vitesse de pointe. Voilà. Donc ils ont trouvé, et c'est toujours comme ça en moto hein, et en sport mécanique en général, il n'y a pas de recette magique. Donc en général, quand on améliore d'un côté, on perd un petit peu et c'est toujours, on doit essayer de trouver la bonne balance. Donc voilà. TM qui ont vraiment fait des progrès, qui ressortent de Buriram en tête du championnat. Donc, ouais, un grand coup chez KTM et ça fait plaisir de voir que la domination des Ducati, non seulement est mise en doute par la performance des Aprilia, mais aussi par les KTM et notamment Pedro Acosta. Alors, Brad Binder, après son coéquipier, il a bien roulé aussi. Hein. Il est passé en Q2 directement, ça c'est rare pour Brad, ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Et il fait 2 belles courses, il finit P7 je crois. Donc ouais, des courses solides avec, j'ai une photo ici avec son crew chief, ou alors où est-ce qu'il est? Et voilà, voilà. Donc Brad Binder avec son crew chief, Phil Marron. Donc Phil Marron, c'était le crew chief de Toprak Razgatlioglu les dernières années. Et donc maintenant, il est venu travailler avec Brad Binder cette année, donc ils ont bien entamé leur week-end. Du côté de Tech 3 KTM, ça s'est un peu moins bien passé. Hervé, il nous a beaucoup manqué déjà, pour commencer, et ça fait bizarre d'être dans le paddock sans Hervé.
Et on, on a eu, aussi, attendez, je vais remettre là, voilà. Ouais, donc Hervé, il nous a beaucoup manqué. C'est, ouais, ça faisait beaucoup, beaucoup d'années que quand on a l'habitude de se voir dans le paddock, ça fait bizarre. Et ouais, Gunther Steiner qui était là, le nouveau team manager, team owner. Et ça a été un week-end difficile pour Bastianini, il a galéré. Et Vignales, avec sa nouvelle collaboration avec Lorenzo, qui n'a pas fonctionné du tout, enfin en tout cas pour cette première course. Tous les deux, ils ont été. Ouais, Vignales a fini loin, 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 pas de feeling. Il se plaignait beaucoup, il était vraiment pas à l'aise. Voilà. Allez, on fait une petite pause et puis on revient. Donc on va parler des Français. Le point sur nos Français. Alors, on les a pas trop vus à la télé, mais ils ont fait un bon week-end quand même. Johan Zarco qui était dans le coup, qui finit juste derrière le Camarini, donc très proche de la première Honda. Cela dit, Johan Mir était assez loin devant, en fait, et il a eu un problème de pneus. Tiens, on n'a pas parlé de ça non plus. Il y a eu quand même quelques soucis avec les pneus ce week-end, les pneus arrière. En fait, Buriram, c'est un de ces circuits où on utilise, Michelin apporte des pneus renforcés en fait, qui ont une carcasse renforcée pour l'extrême chaleur. Donc ces pneus-là qui sont utilisés ici à Buriram, en Autriche et à Mandalika. Et beaucoup de pilotes ont fini la course un petit peu en galère. Donc les pneus étaient très usés en fait sur la bande centrale. Donc voilà. Et Joan Mir, malheureusement, un des pilotes qui a été obligé d'arrêter pendant le Grand Prix à quelques tours de l'arrivée. Voilà. Il y a eu un autre problème de pneus aussi. Enfin, c'était pas vraiment un problème de pneus du tout. Avec Marc Marquez, bien sûr, sur la course. D'ailleurs, j'ai une photo que je peux vous montrer. Plutôt un problème de jante pour Marc Marquez. Ouh, ça, ça a tapé fort en fait. Marc, c'était sur la fin de course, hein, le Grand Prix dimanche. Et il est sorti un peu large du virage numéro 4. Et virage numéro 4, en sortie, c'est ce qu'on appelle les vibreurs Misano, ils s'appellent. Donc, c'est des vibreurs qui sont très très hauts et qui sont très agressifs aussi. Et il a pas eu de chance en fait, parce il est venu taper donc avec de l'angle et de la charge sur le pneu arrière. Donc quand le pneu est chargé, déjà il est déjà donc le sidewall, comment ça s'appelle, le côté du pneu en fait est déjà écrasé en fait. Et donc il est venu vraiment taper sur la pointe. Ces vibreurs, ils ont une espèce de pointe triangulaire. Au plus on monte sur les vibreurs, au plus c'est agressif. Ils sont vraiment très très agressifs. C'est des vibreurs qu'on trouve un peu de partout hein, maintenant. Il y en a, ils sont au Mans, à Misano. D'ailleurs, on les appelle les vibreurs Misano parce qu'ils étaient en premier à Misano. Et ouais, Marc qui n'a pas eu de chance. Et donc ça lui a cassé la jante. Alors après, par contre, il y a aussi le fait que ça aurait pu être vraiment pire, quoi. Parce il a tapé, ça a vraiment éclaté tout de suite. Et ça aurait pu, parce que là c'est un virage assez rapide, donc ça aurait pu mal se finir l'affaire. Mais ouais, donc voilà, problème de jante. Et c'est plutôt la faute à pas de chance en fait. Ouais, donc nos Français, Johan Zarco qui a bien roulé ce week-end, qui a été, qui avait du rythme, qui a fait un bon week-end. Donc voilà, à construire pour Honda. Et puis après, par contre, côté Fabio Quartararo, alors Fabio, lui, il a fait un bon week-end. Par contre, ils ont galéré bon, avec la Yamaha. Le problème, c'est que Yamaha, avec ce nouveau projet, avec le projet V4, c'est compliqué parce qu'il va leur falloir du temps. C'est un projet qui est complètement nouveau. Alors on peut se dire, oui, mais ils changent juste le moteur. Mais c'est pas le cas. En fait, le moteur V4, c'est un moteur qui est complètement différent par ses dimensions, la manière dont il délivre sa puissance et son couple. C'est un concept complètement différent. Et puis, voilà, même au niveau de dimension, en fait, un moteur V4, c'est un moteur qui est beaucoup plus étroit et qui est plus long. Donc, on peut faire une machine plus étroite. Donc, ça, c'est intéressant et ça a été une des raisons pour lesquelles Yamaha voulait faire un V4. Parce qu'avec avec le moteur plus étroit, ça permet d'avoir plus d'éléments aéro, effet de sol, etc. sur le côté des carénages des motos. Donc ça, c'est un point très important et c'est un point qui sera aussi très important dans les années à venir, même avec les 850 à partir de 2027. Et par contre, il faut rester quand même lucide sur le fait que c'est un projet nouveau et il va falloir du temps. Les autres constructeurs, ça fait des années et des années qu'ils travaillent sur ce concept V4. Tout est différent en fait, la répartition du poids, des masses, la manière dont la moto doit se comporter, l'électronique, la manière dont on délivre le poids, le couple positif et négatif sur les phases de freinage aussi. Donc c'est un exercice qui demande beaucoup de temps et Yamaha investissent bien sûr énormément pour ce projet, mais il va leur falloir du temps. Donc voilà, Fabio Karim qui finit premier Yamaha, donc ça c'est positif.
Et ouais, il marque 2 points aussi, je crois. Donc, non, oh non, il marque pas de points, Fabio. Non. Non, mais bon, enfin, c'est pas important, c'est pas trop important. Surtout, ce qui est important, c'est qu'il va falloir qu'il montre une progression, que Yamaha montre une progression pendant la saison. D'ailleurs, les pilotes, puisque les 4 pilotes étaient quand même un peu en galère, ils ont, Paolo Pavezio, donc qu'on voit ici sur la gauche, là, à l'image, je trouve que c'était une décision intelligente d'ailleurs. Ils ont décidé, normalement après la course, en fait, chaque pilote va faire un espèce de débrief avec la presse. Et donc, en fait, les pilotes n'y sont pas allés et c'est Paolo Pavezio donc, qui a été parlé avec la presse, qui a fait l'interlocuteur sur le bilan du week-end, en fait. Donc ça, je trouve que c'était une bonne chose à faire parce que les pilotes, ils n'ont pas grand-chose à dire, en fait. Quand c'est comme ça, il y a plus de choses négatives souvent qui sont dites. Donc, ouais, c'était bien Paolo, il s'exprime bien aussi. Donc, ouais, c'était bien. Allez, les autres pilotes Yamaha, on a vu Miller et Toprak, Razgatlioglu, qui ont fait aussi. Toprak qui a fait un super bon week-end. C'était mal parti au test, à Sepang et puis au test. Et puis il a quand même il a bien retourné les choses. Il a fait un beau week-end. Il a réussi à battre Jack Miller d'ailleurs sur la course dimanche. Donc ouais, bien Toprak. Toprak qui est revenu à une selle standard, alors qu'on l'avait vu au test avec une selle plus basse. Alors, je vais revenir à l'écran, comme ça je peux vous expliquer exactement ce qu'il en est. Donc Toprak, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, historiquement, il aime bien avoir une selle très basse. C'est-à-dire qu'une selle, il aime bien être assis à l'intérieur de la moto. Donc, quand il était chez Yam, par exemple, en Superbike, ou chez BMW en Superbike aussi, la selle était très très basse. D'ailleurs, moi je suis pilote pit test BMW, donc j'ai essayé sa moto plusieurs fois, souvent d'ailleurs, et ouais, il faut faire une séance de yoga avant de monter sur la moto, quoi. La selle est hyper basse, et donc les cale-pieds paraissent très hauts. Donc il est souple, parce qu'il est grand, en plus il fait 1,85 m, mais ça faisait partie en fait le fait qu'il soit vraiment assis dans la moto, ça lui permettait de freiner très très tard en Superbike. En MotoGP, ça marche pas. Et en plus, le problème, c'est que il y a une règle en MotoGP où la hauteur de selle, en fait, détermine, il y a 150 mm en dessus, et il y a 2 lignes donc, parallèles comme ça, qui sont tracées, et ça détermine en fait la hauteur de l'aileron à l'arrière, l'élément aérodynamique. Et le problème, c'est qu'en rabaissant la selle, l'élément aérodynamique Yamaha, l'aileron, n'était plus dans la norme de 150 mm, et donc c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas l'utiliser. Et ça, c'est un vrai problème parce que l'aileron arrière, il donne quand même de l'appui sur les freinages, il donne plus de grip sur les freinages. Donc, ils sont revenus à une selle standard et ça fonctionne bien. Voilà. Donc, ouais, bonne mention pour lui. Et pour Diogo Moreira aussi. Il a fait un très beau premier week-end de GP. Allez, je vais vous montrer aussi des petites photos sympas de Jack Miller. Jack Miller et Toprak Razgatlioglu sur le tok-tok. Alors, normalement, le dimanche matin, il y a toujours ce qu'ils appellent le parade. Donc, ils amènent tous les pilotes sur une espèce de remorque qui font un tour de circuit. Ils le font au Mans d'ailleurs. Ceux de vous qui sont allés au Mans l'ont sûrement vu déjà le dimanche matin après le warm-up. Et en fait, là, au lieu de faire la parade, ils ont fait une course de tok-tok avec les pilotes. Alors, heureusement, personne ne s'est blessé parce que c'était quand même un peu le carnage. Donc, on avait Jack Miller ici avec ses Crocs à l'arrière du tok-tok en train de faire des wheelings avec Toprak. On les a aussi en train de faire des freins à main. Non, ça, c'est Alex Rins et Fabio Quartararo. Donc, ouais, c'était assez intéressant la course de tok-tok. D'ailleurs, c'est Jack et Toprak qui ont gagné. Enfin, il y en avait qui ont coupé dans l'herbe les virages, c'était n'importe quoi. Je ne sais pas comment ça s'est pas fini en tonneau l'affaire. Donc, ouais, c'était assez drôle. Enfin, bref. Ouais. Nettement mieux que la parade normale. Parce que la parade normale, c'est pas super. Enfin, moi, je suis pas hyper fan. Ça, c'était sympa. Bon, je crois que ça y est. Voilà, c'est un peu long d'ailleurs, mais j'espère que ça vous a plu. C'est nouveau, donc s'il y a des choses qui vous plaisent ou qui vous plaisent pas, n'hésitez pas de mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions aussi, que ce soit sur le MotoGP, des questions techniques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. En tout cas, c'est un plaisir de retour sur YouTube, de parler français. J'ai un peu de mal, des fois, les mots sortent pas très bien, mais il va falloir que je m'entraîne un petit peu. Et ouais, à bientôt. Je pense que l'idée, ce serait de faire des previews aussi avant chaque Grand Prix.
et un petit débrief avec des photos après chaque Grand Prix aussi. Voilà. Donc si vous avez des questions ou quoi, ou des suggestions, n'hésitez pas. C'est toujours avec plaisir. Allez, à bientôt.